bonsoir à tous. À la une de ce journal, un pic d'insécurité et un circuit bien huilé de vente des stupéfiants. Ces fléaux minent de plus en plus la ville de Douala et font perdre le sommeil aux populations victimes d'agressions perpétrées par des bandits armés et drogués. Quelle stratégie a été mise en place pour tordre le cou à l'insécurité et la consommation des stupéfiants dans la capitale économique du Cameroun? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Des chiffres alarmants de la prévalence de l'hypertension artérielle au Cameroun. Au moins 35% de la population adulte en est victime dans le pays et les campagnes de sensibilisation peinent à conscientiser les Camerounais victimes d'hypertension artérielle sur les risques auxquels ils sont exposés, risques d'accident vasculaire cérébral et autres maladies cardiaques. Comment se manifeste l'hypertension artérielle? Quelle prévention et quel traitement prendre? Élément de réponse dans la page de santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette tragédie survenue en Gouache à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Un adolescent a été mortellement poignardé le week-end. Son bourreau n'est autre que son voisin, selon des témoins. Il a agi en état d'ébriété. Le suspect a été interpellé et gardé à vue. La famille de la victime pleure un jeune parti à la fleur de l'âge. Le récit des faits avec Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Vive émotion dans cette concession située au lieu d'Ingouache 4, deuxième carrefour, non loin de la paroisse catholique Saint-Charles-Luanga et du site de la catastrophe qui a mis au devant de la scène ce quartier de l'arrondissement de Bafoussam 3e. À l'origine, le décès tragique de Belmondo Arnaud Bakousso, âgé de 25 ans. Je reconnais que l'enfant est parti au marché, rentré du marché jusqu'à déposer le sac à la maison, avant que on dit qu'une fille lui a appelé qui vient vendre les cartes mémoire. Là, lui, il est sorti maintenant pour vendre les cartes mémoire à sa camarade. Bon, il vend et encore une autre personne qui est déjà du bar et lui dit petit Anou. Il dit que mais je t'ai vu grandir, tu m'appelles petit Anou. Il dit que ouais, tu es grand, mais je vais te montrer. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Il est poignardé. Il est poignardé qu'un seul coup. C'est le coup, ça a touché le cœur. Après l'avoir saigné d'un coup de poignard devant cette boutique, son bourreau âgé de 18 ans, qui selon des témoins était en état d'ébriété avancée, va l'abandonner baignant dans une mare de sang. J'ai tout mon frère, il était dans un état critique très grave. Il était couché là. Et j'étais dans la chambre, on est venu m'appeler quand on a poignardé mon frère. Il était étonné parce qu'il est rentré à 19h. Il a déposé sa marchandise et sorti dehors. Maintenant, on vient me dire qu'on le poignardé. Il s'est sorti là. Il saignait beaucoup. On le portait pour l'amener chez moi au quartier. Parce qu'il y a un petit centre de santé ici au quartier, oui. On l'a amené là. Arrivé là que c'est grave, qu'il a perdu beaucoup de sang. Qu'on l'amène à l'hôpital régional. Maintenant, on a stoppé moto, on l'a transporté pour l'amener là. Dès qu'on est arrivé là, il a beaucoup saigné. Et après, la mère est venue. On a dit que non, qu'il est décédé. Le corps de Belmondo Arnaud se trouve à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Son bourreau, quant à lui, a été interpellé et gardé à vue. Malgré les assurances du gouverneur du littoral, un pic d'insécurité inquiète les populations, principalement dans la ville de Douala, là où des agressions se multiplient au quotidien et des bandits qui sèment la terreur sont pour la plupart drogués. Les fins limiers de la gendarmerie et de la police viennent d'interpeller un gang de malfrats et saisir un important stock de stupéfiants. Le récit des faits avec Cédric Ding et Innocent Abega. C'est une drôle d'équipe de 11 malfrats qui a orné le parvis des locaux de la police judiciaire. Ces derniers s'étaient constitués en élite, évoluant dans le championnat de trafic de drogue dans la zone de Bonabo,
dans le premier arrondissement de Douala. Jusqu'à ce qu'alerté par les populations, le commissaire du 9e arrondissement, Jean-Sylvain Amougou, quelques mois seulement après sa prise de fonction, met en exécution un plan ourdi pour leur mettre le grappin dessus. Bonabo, c'est un quartier qui a fait parler de lui de façon négative en termes de grande criminalité, grand banditisme. Et de ce côté, il y a une certaine catégorie de personnes, des individus, qui ont pris ce quartier en otage en formant des groupes de malfrats et des gangs qui se sont investis uniquement dans l'arnaque et dans la consommation de drogues dures et stupéfiants. Nous avons mené mardi passé une opération parce qu'il fallait effectivement mettre hors d'état de nuire ce gang. Il fera recours aux éléments de la BAG, la brigade anti-gang de la police judiciaire, ce qui aboutira à l'arrestation d'une belle brochette de trafiquants dont l'âge oscille entre 17 et 28 ans, dont 2 repris de justice. Nous avons donc été saisis par le commissaire Amougou du 9e. Nous faisons état de ce qu'il avait localisé une zone criminogène dans son secteur. Nous sommes donc descendus après que nous avons eu l'onction de notre hiérarchie. Nous avons donc fait un raid là-bas, nous avons frappé. Au-delà de cela, l'opération conjointe baptisée Raid sur Bonabo aura permis aux éléments du commissariat du 9e arrondissement et de la police judiciaire de récupérer une importante cargaison de stupéfiants. En dehors de 11 individus que nous avons interpellés dans le site, nous avons saisi 550 filons de cannabis et 129 filons de cocaïne, des drogues fortes. Cependant, le chef du gang des dealers de Bonabo, lui, court toujours. Ce gang qui est conduit par un certain Choumi Sylvain, alias Domato, que nous recherchons jusqu'alors. Une prise conséquente qui sera présentée devant le procureur et qui vient mettre un coup à l'insécurité dans la ville de Douala, comme soulevé quelques semaines plus tôt par le patron de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, je voudrais aussi dire que si autour de vous, vous avez des concessions suspectes, où vous trouvez qu'il y a par exemple des fumeurs de chambre qui se regroupent, signalez aux autorités. Ce message n'est que pour moi un rappel pour rassurer les populations de la ville de Douala que nous veillons. Rien ne se cache à Douala. S'il y a une agression dans un quartier, dans les minutes qui suivent, nous sommes au courant. Nos forces de l'ordre sont sur le terrain jour et nuit et les résultats sont palpables. Des résultats qui passent par la franche collaboration des populations avec ces mêmes forces de l'ordre. Le retour des pluies a aggravé le mauvais état des routes sur l'axe Boudar-Bamenda, dans une localité, la localité d'Akoum. Des populations passagers, des différents passagers dans les bus de transport interurbain y ont passé la nuit pour cause. Les différents engins étaient embourbés dans des routes impraticables depuis de nombreuses années. Parmi ces passagers, des malades qui se rendaient dans des centres hospitaliers pour y recevoir des soins médicaux en urgence. C'est le constat que font Dallas Kana et Martin Abanda dans ce reportage. Ce sont 51 km de borne à borne qui séparent les villes de Bouda et Bamenda. Un axe décapé et escarpé au fil du temps par son trafic dense, ce qui rend pénible ce périple. L'avènement des grandes pluies ne vient pas alléger la tâche. L'indifférence des pouvoirs publics face à cette condition de vie fait monter le courroux des usagers et populations de la circonscription. Il est inadmissible qu'on a une situation comme ça depuis que la pluie a commencé. Dès qu'il pleuve ici, les véhicules ne peuvent pas descendre, les véhicules ne peuvent pas monter. On ne voit ni les autorités contractuelles ici, ni les autorités administratives. Il n'y a personne qui vienne pour dire quoi que ce soit. Nous nous demandons si on a les autorités dans ce pays ou pas. Nous sommes précisément au lieu dit Akoum, à une dizaine de kilomètres de Bamenda, où 2 milliers de voyageurs ont passé la nuit du week-end à cause de l'impraticabilité de la route. Un véritable parcours du combattant, même pour les véhicules les plus robustes soumis à des rudes épreuves. Et dire que la situation date de plusieurs années aujourd'hui sur la nationale numéro 6. Les populations déplorent de graves conséquences.
We cannot leave Bamenda yesterday by 4. On ne peut pas quitter Bamenda à 16 h et jusqu'à ce moment, on est encore ici. C'est inimaginable. On est au moins 2000 personnes présentes ici et il y a au moins une quinzaine de bus qui sont bloqués à cause de l'état de la route. Je ne crois pas que les personnes qui se rendent à l'hôpital peuvent s'en sortir. Honnêtement, c'est une honte. Pour les infortunés compagnons de voyage, l'heure est à l'effort collectif afin de sortir des bourbiers. Les plus téméraires, eux, vont aller à pied et user les souliers. Dans ce chapitre consacré aux infrastructures, il y a un risque élevé d'affaissement de la route qui relie la capitale Yaoundé à plusieurs arrondissements du département de la Lequier. Un énorme trou s'est formé sur la route dans le 7e arrondissement de Yaoundé. En cas d'affaissement, cela pourrait paralyser la circulation. Le maire déplore le fait que sa municipalité soit la plus lésée du Fundi en matière d'infrastructures routières de qualité. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Non loin de la chefferie des Korozok, un trou à la dimension inquiétante ne cesse de prendre du volume. On dirait un cratère en gestation au beau milieu de la route principale qui traverse ce quartier de l'arrondissement de Yaoundé 7. Je voudrais dire que c'est un ouvrage qui a été construit dans les années 67, dont logiquement vétuste aujourd'hui, en situation totale d'incapacité de supporter le flux des transports. La mairie de Yaoundé 7 n'a ni les compétences ni les moyens de gérer cette urgence parce que ce n'est pas prévu dans notre budget et puis les coûts des travaux sont très élevés. Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour faire des remblais. Au regard du danger que représente cette forte dégradation, l'exécutif municipal de Yaoundé 7 interpelle les pouvoirs publics. La rupture totale de cette voie, telle que cela s'annonce, serait un vrai désastre, car c'est elle qui relie la capitale à plusieurs arrondissements du département de la Lequier. Si rien n'est fait, dans l'extrême urgence, Yaoundé 7 sera coupé en deux et Okola et Vodola vont cesser d'être desservis. Nous avons saisi le gouvernement, la mairie de la ville, soit le ministère des Travaux publics, parce que c'est une route qui dessert une route nationale, soit le MINDU, qui a la responsabilité des artères de la ville de Yaoundé. Donc nous n'intervenons pas dans cette route, mais nous avons l'habitude d'intervenir de manière embryonnaire pour permettre aux populations de circuler. La remise en l'état de cette route est d'autant plus importante qu'il est difficile d'envisager une voie de contournement. Qui plus est, l'arrondissement de Yaoundé 7 ne dispose d'aucune infrastructure routière de qualité. À titre d'illustration, la route principale qui relie le carrefour Mek au carrefour Colbison est dans un état de dégradation très avancé, au point où les piétons se disputent désormais le trottoir avec les véhicules et les motos. Avec des nids de poules partout là, mais même vous, ça ne peut pas vous plaire. Maintenant, même c'est parce qu'il n'a pas plu aujourd'hui. Quand il pleut, jusqu'au carrefour Mek, là, partant de la route est déjà gâtée partout. Parce que ceux à qui on avait confié le travail n'ont pas bien fait le travail. Bon, ils ont fait le wassa, le vide là. Un bricolage qui justifie les nombreuses réhabilitations effectuées sur cette route sans qu'elle ne s'améliore vraiment. Une pilule très amère pour les usagers et les riverains. Je voudrais rappeler que nous sommes le seul arrondissement où il n'existe aucun axe bitumé dans la nord, dans la ville de Yaoundé, comme vous pouvez vous-même le constater. Il faut quand même qu'on essaye de mettre un peu de justice et d'équité dans le traitement des problèmes de circulation dans la ville de Yaoundé. Nous parlons et nous allons continuer de crier, mais j'espère que cette fois-ci, notre cri sera entendu. Vous l'avez suivi, cette impuissance des collectivités territoriales décentralisées à répondre aux préoccupations de développement local. Le problème se pose également depuis l'entrée en scène des conseils régionaux. Le gouvernement a misé sur ces différentes institutions pour résoudre le problème dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en insistant sur la House of Chiefs et les spécificités liées au statut spécial dans cette partie du Cameroun. Plusieurs mois après, le constat est inquiétant, c'est plutôt l'insécurité qui se multiplie et les plaintes des différents conseillers régionaux et représentants du commandement traditionnel déplorant le manque criard de moyens pour mettre en œuvre les actions implémentées ou énoncées durant la campagne électorale. L'opposition critique l'attitude du gouvernement qui refuse de mettre sur pied la décentralisation et le parti au pouvoir estime qu'il faut du temps
pour harmoniser les différentes collectivités territoriales décentralisées. Le regard croisé de la classe politique sur la lenteur dans la mise en œuvre des actions des conseils régionaux, c'est avec Flavien Valondongo. Et en scène des conseils régionaux et la Chambre des conseils des chefs traditionnels, dans le cadre du statut spécial octroyé aux régions anglophones, peinent à changer le quotidien des bénéficiaires un peu plus de 100 jours après leur mise en place. Je savais très bien que, compte tenu même de l'impasse financière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans ce pays, qu'il sera très difficile de financer les exécutifs régionaux. On ne peut pas être sinistré économiquement dans deux zones. Et qu'on reparte peut-être au principe de solidarité qui veut que les régions qui sont encore actives sur le plan économique dans notre pays puissent soutenir celles qui sont en difficulté et espérer que du jour au lendemain, on retrouvera des ressources pour pouvoir faire vivre ces exécutifs municipaux, régionaux. Donc moi je n'y croyais pas et je continue à ne pas y croire. À y voir de près, des acteurs politiques de l'opposition semblent inquiets, car pas d'action concrète sur le terrain de la crise dans le but de ramener la paix. Par contre, certains chefs traditionnels de ces régions en crise déplorent le manque criard des ressources financières et matérielles pour implémenter leurs activités sur le terrain. Un fait qui laisse penser que des décideurs ont mis la charrue avant les bœufs. On est en train de procéder au renforcement des capacités. Je crois que 6 mois, ce n'est pas énorme pour cette opération qui est, à mon avis, loisible pour le bon fonctionnement des conseils régionaux. Et en dehors de ça, il y a les infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Il y a également les recherches de financement au niveau de la coopération décentralisée. Alors que le parti au pouvoir laisse dire qu'il faut de façon méthodique mettre en place ces institutions, au Social Democratic Front, on crie plutôt au scandale au regard des incongruités qui entourent cette façon de faire du régime de Yaoundé. Nous gérer avec condescendance, mépris, affamer le peuple. Voilà l'agenda du RDPC. C'est terrible. Qu'au jour d'aujourd'hui, un conseiller régional vous dise que non, laissez-nous le temps. Nous sommes rentrés à l'école pour étudier même ce qu'on appelle décentralisation là. Ouais, nous sommes rentrés à l'école pour qu'on nous dise vraiment ce que nous devons faire. Mais c'est quoi ça? Des acteurs politiques de l'opposition estiment que les régions en crise et tout le processus qui entoure la mise en place de ces institutions reste une vue de l'esprit fabriquée par le gouvernement de Yaoundé afin de maintenir les Camerounais dans la confusion totale. Parlons à présent des coupures prolongées d'électricité et le difficile accès à l'eau potable qui plombe le développement de la commune de Makenene. Cette indisponibilité des services sociaux de base a des conséquences néfastes sur le quotidien des populations. Malgré la réhabilitation en cours de la voirie urbaine, la majorité des revendications locales n'a eu aucun écho favorable auprès des populations. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Quartier Carrière, à Makenene, impossible de faire 30 mètres sans voir un poteau qui traîne au sol, avec des fils électriques qui jonchent les rues et serpentent les habitations. Les populations en ont marre de ce triste spectacle qui leur est servi au quotidien. Nous, on ne comprend plus, ou bien Eneo Cameroun a seulement oublié notre arrondissement de Mac, parce qu'on a trop de problèmes d'énergie ici. Quand vous voyez ces poteaux tomber, c'est depuis 2016. qu'on a ces problèmes de poteaux, vous allez constater que les poteaux ont même cassé les maisons. Un poteau doit faire autre 10 ans après changement, mais chez nous ici, c'est la merde. On nous a totalement oubliés. En fait, l'arrondissement de Makenene en général connaît de sérieuses perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Avant, on faisait les 3 semaines, les 1 mois dans l'obscurité. Bon, il y a une équipe des néos sur le terrain, ben, même comme ça, ça ne donne pas. On ne peut pas faire une semaine sans coupure. On coupe peut-être à 6 h, à 20 h plus tard. On nous laisse dormir avec la lumière. On a même voulu gréver pour ça, mais d'autres nous ont fait comprendre que ça doit s'améliorer. Les revendeuses du marché de la ville joignent leur voix à celle des populations pour lancer un appel au secours. Les bails de Makenene pour le gouvernement que s'il vous plaît, le transformateur de Makenene, c'est vraiment trop petit. Nous, on veut un grand transformateur, s'il vous plaît. La lumière nous dérange trop ici. Les coupures de lumière, la baisse et tout le monde n'utilise pas les frigos ici. À l'instar de l'électricité, l'accès à l'eau potable reste un grand défi dans la ville de Makenene.
Le précieux liquide est si rare que les populations recourent très souvent aux puits et autres rivières pour étancher leur soif et satisfaire les autres besoins quotidiens en eau. L'affaire d'eau ici, l'eau est plus rare que les larmes du chien. Nous souffrons énormément de l'eau. Prenons le cas d'un quartier comme le mien. On a environ un seul point d'eau. L'eau même qui n'est pas de bonne qualité. Parfois, c'est eau tarie. On sait ce que l'eau fait. Hein, les amis, on fait beaucoup de parasites. Nous sommes confrontés à ces difficultés d'eau que nous buvons. Puisque pour au finish, nous sommes obligés de boire l'eau des puits. Par moment, l'eau de rivière, la rivière, c'est que vous avez traversé là. Avec la réhabilitation de la nationale numéro 4, les populations s'attendaient à voir leur localité changer en termes d'accès aux services sociaux de base. Jusqu'ici, seule la réhabilitation de la voirie urbaine constitue un motif de satisfaction. Il y a aussi l'incompétence de nos élites. On ne leur voit rien qu'en période de campagne. Et quand eux ils viennent, nous on sujette toujours nos problèmes qui nous dérangent. Et ils nous disent toujours non, on va voir. On les appelle même au téléphone, ils nous disent que oui, nous sommes à Yaoundé, on va appeler et ça serait résolu. Toujours sans suite. Il faudra encore patienter pour voir Makenene prendre définitivement place à bord du train du développement. La réhabilitation de la nationale numéro 4 a littéralement changé le visage de Makenene en termes d'aménagement de la voirie urbaine. Mais l'accès aux autres services sociaux de base reste un défi majeur. Les populations peinent encore à avoir accès à l'eau et à l'électricité. Une réflexion approfondie s'impose pour permettre à Makenene de rêver mieux. La municipalité, mais aussi les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer dans ce sens. Ici Makenene, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. L'hypertension artérielle progresse au Cameroun. Selon les dernières statistiques, le taux de prévalence est évalué à 35% de la population adulte. Près de 17 000 décès sont enregistrés chaque année. Des médecins tirent la sonnette d'alarme à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Les Camerounais sont appelés à se faire dépister pour identifier leur statut et se mettre sous traitement. Des précisions avec Equa Claude et Nadine Yambou. Au Cameroun, une personne sur 3 est hypertendue. Les chiffres sont en constante progression, précisent des spécialistes de la santé. Selon la Société camerounaise de cardiologie, plus de 35% de la population est concernée et 17 000 en meurent chaque année. La situation est d'autant plus alarmante que bon nombre de personnes ignorent le statut. Nous sommes inquiets, pourquoi? Parce que également sur 5 personnes hypertendues, 40% ne savent pas qu'elles sont hypertendues parce que l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Et parmi ceux qui sont traités, seuls 7% sont contrôlés. Si l'hypertension artérielle évolue avec l'âge, au Cameroun, les jeunes ne sont plus à l'abri de ce tueur silencieux. Pour les médecins, la mauvaise hygiène de vie est propice à l'émergence de cette pathologie. On s'est rendu compte que même des enfants de moins de 15 ans sont déjà en contact avec la cigarette, ils fument dans les écoles, on ne bouge pas assez pour aller d'un point à un autre, on a des mototaxis, on ne bouge plus, on ne fait plus de sport et on a une alimentation, je vais dire industrialisée, une alimentation riche en sel, en graisse. À côté de ces changements d'habitudes alimentaires, le mode de vie et l'hérédité, le stress est devenu au fil des jours un des facteurs clés de l'hypertension artérielle avec de graves répercussions sur la santé. La maladie accélère notamment le vieillissement des organes. C'est le cœur, c'est le cerveau, c'est le rein, c'est les yeux et c'est les gros vaisseaux. Donc vous aurez, lorsqu'il s'agit des vaisseaux cérébraux, un AVC, accident vasculaire cérébral, qui est la première cause de handicap dans le monde. Vous avez l'insuffisance cardiaque, l'incapacité pour le cœur à assurer son rôle de perfusion lié à un bas débit. C'est également des maladies cardiovasculaires comme la crise cardiaque, l'infarctus du myocarde et l'insuffisance rénale. Un sujet est dit hypertendu au-delà de 14 sur 9 de pression artérielle.
La maladie n'est pas une fatalité. On peut mieux vivre avec cette pathologie, même en ces temps de crise sanitaire où les personnes victimes sont considérées comme à risque pouvant développer les formes graves. On continue à prendre son traitement, on a un suivi régulier, beaucoup d'automesures, c'est-à-dire le patient lui-même doit contrôler sa tension, doit mesurer sa tension artérielle pour savoir s'il faut consulter ou pas. Il y a un bilan biologique qu'on fait une fois par an pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, notamment le diabète ou encore l'hypercholestérolémie, qui est une accumulation de mauvaises graisses dans le sang. On s'assure que le rein va bien. Donc, combattre l'hypertension artérielle passe par une alimentation saine et pauvre en sel. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, les spécialistes de la santé encouragent les populations à connaître le statut d'hypertension artérielle pour se mettre à l'abri de ce tueur silencieux. Dans l'escale internationale, une dizaine de chefs d'État africains sont déjà à Paris en France. Ils doivent prendre part à un sommet visant à explorer les pistes de relance de l'économie africaine. C'est sur invitation du président français Emmanuel Macron. Pendant ce temps, au Chili, ce sont des candidats indépendants et la gauche alternative qui ont remporté les suffrages dans la mise en œuvre d'une constituante pour réécrire la constitution de ce pays d'Amérique latine. La mouture internationale est signée Gladys Sidier. Il s'agit d'un sommet de soutien aux économies africaines durement affectées par la pandémie de Covid-19. L'objectif de ce sommet est de mettre en place un soutien financier massif aux pays africains, notamment à travers des droits de tirage spéciaux accordés par le Fonds monétaire international et de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. En récession en 2020, une première depuis 25 ans. La question de l'annulation de la dette des pays africains sera aussi abordée. Si l'Afrique a de gros besoins de financement, les arguments évoqués par les autorités françaises pour justifier cette rencontre, présentée comme celle du New Deal entre la France et le continent africain, sont discutables. De l'avis de certains analystes, même si la dette africaine s'est accélérée depuis la mise en œuvre de l'initiative d'allègement de dette connue sous l'appellation pays pauvres très endettés, son stock reste relativement modeste. La France propose de réallouer vers l'Afrique des droits de tirage spéciaux du FMI, instruments de change qui permettent notamment de financer des importations. Autre piste, des allègements de dettes en réunissant autour d'une table à la fois créanciers publics et privés, un mécanisme dont le Tchad a déjà demandé à bénéficier. Une quinzaine de chefs d'État africains et de gouvernements, plusieurs dirigeants européens ainsi qu'une dizaine de responsables d'organisations internationales sont attendus à ce sommet. Au Chili, l'on a assisté durant le week-end à un vote en faveur d'une réécriture en profondeur de la Constitution. Les partis de gauche dévancent la droite dans ce scrutin qui désignait les rédacteurs de la nouvelle loi fondamentale à l'issue duquel les candidats indépendants ont supplanté ceux des formations traditionnelles. Les partis de gauche désireux de réécrire en profondeur la constitution chilienne héritée de la dictature militaire d'Augusto Pinochet ont donc dévancé ceux de la droite conservatrice. Les résultats montrent clairement que la force électorale des indépendants est beaucoup plus importante qu'on ne le pensait et cela confirme que les citoyens en ont assez des partis traditionnels, de l'avis de certains observateurs. Autre enseignement majeur de ce scrutin, la désaffection des électeurs qui n'ont été que de 37% à se déplacer. Le taux de participation était de 20,44% des 149 millions d'inscrits. Le changement de la loi fondamentale actuelle qui limite fortement l'action de l'État et promeut l'activité privée dans tous les secteurs, notamment l'éducation, la santé et les retraites, est vu comme la levée d'un obstacle essentiel à de profondes réformes sociales dans un pays parmi les plus inégalitaires d'Amérique latine. Selon les sondages, plus de 60% des Chiliens estiment que cette constitution a créé un système qui profite à un petit nombre de privilégiés. La nouvelle loi fondamentale doit être rédigée dans un délai de 9 mois, prolongeable une seule fois de 3 mois supplémentaires. Elle doit être approuvée ou rejetée en 2022 par un référendum à vote obligatoire.
Et dans le cadre de la nomination du nouveau gouvernement au Congo-Brazzaville, Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président, fait son entrée au gouvernement en tant que ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Christel Sassou Nguesso était jusqu'ici député de la nation et président du conseil d'administration de la célèbre Société nationale du pétrole du Congo. Il est désormais ministre du gouvernement, un poste créé. Évoquons à présent ce soutien du prix Pierre Castel, édition 2011. C'est au Cameroun, c'est Amadou qui a remporté. Il a mis sur pied de nouvelles techniques de production, de commercialisation et transformation du riz made in Cameroun. Il remporte ainsi le prix Pierre Castel, un prix qui vise à encourager les innovations sur le continent africain, notamment dans le secteur agricole. Reportage. Monsieur Amadou, premier lauréat du prix Pierre Castel Cameroun 2021, 4e édition. Les deux lauréats sélectionnés par le jury Cameroun étaient face au grand jury de Bordeaux ce lundi 10 mai 2021 en visioconférence. Le projet d'augmentation de l'offre de riz made in Cameroun à travers un cluster de 300 gigs à Yagua, dans la région de l'extrême nord, présenté par la coopérative TPA, a séduit à son tour le grand jury de Bordeaux. Il faudrait que nous puissions consommer nos produits qui sortent du champ directement, nous le consommons. C'est pourquoi le riz de Yagua, notre marque Nouria, il va de la fourche à la fourchette. Et on constatera que ça a un meilleur goût, ça a un meilleur parfum. Madame Essomba Claudine Manuela, épouse Django, promotrice de La Cuisine de Nounou, est la deuxième lauréate. La Cuisine de Nounou est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des épices locales, des fruits et légumes du terroir. La Cuisine de Nounou propose des gammes variées de produits prêts à l'emploi, notamment des épices, des sauces de cuisine, des ketchup, des confitures et autres, issus à 95% de l'agriculture camerounaise. Je suis très heureuse parce que être deuxième parmi 117 projets qui ont été retenus, c'est un honneur. Et nous espérons travailler davantage. Et être deuxième aussi, ça nous donne une certaine visibilité sur le plan national aussi et international. Le prix Pierre Castel 2021 va récompenser 6 entrepreneurs dont chacun des 4 pays partenaires, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Premier lauréat, 15 000 €, un parrainage, un coaching et une formation d'1 an. Deuxième lauréat, 5 000 €, un coaching et une formation d'1 an. Les 4 finalistes bénéficient d'une formation certifiante par e-learning avec le Centre du commerce international de Genève. Vraiment les 15 000 €, je vais installer l'ensacheuse automatique. Ça va réduire considérablement la pénibilité de travail. 5 000 €, ça nous permettra d'acheter un équipement, des ensacheuses automatiques pour mettre nos mini-formats de sauces de cuisine que nous proposons déjà en grand format. Le prix Pierre Castel a pour ambition d'identifier et de soutenir les jeunes entrepreneurs qui, à travers leurs projets dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, contribuent au développement social et sociétal de leur pays. C'est toujours la vocation de ce prix Pierre Castel, c'est de mettre en valeur ces projets, de leur donner toute la lumière possible, de leur donner également des conseils, de manière à ce qu'année après année, ces projets se développent et aient un véritable impact sur l'économie du Cameroun en produisant ce que nous consommons et en consommant ce que nous produisons. C'est un peu l'état d'esprit de ce projet. En 2021, le prix Pierre Castel a innové et va primer dans chaque pays 2 lauréats et encourager par la formation tous les candidats présélectionnés par le jury pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Bonabo, le trafic de drogue a du plomb dans l'aile. C'est après l'intervention de la police judiciaire
que plusieurs jeunes ont été interpellés et une importante cargaison de drogue a été saisie. Vous le savez, après un reportage d'Equinox Télévision, les populations avaient déploré le sommeil difficile, les multiples agressions à ciel ouvert et dénoncé la présence de ces fumeurs de chanvre indiens et trafiquants de drogue. Le gouverneur ensuite a tenté de rassurer sur les stratégies de sécurisation de la ville de Douala et du reste de la région du littoral. Leur arrestation permettra peut-être aux populations de fermer un œil, mais le pic d'insécurité, lui, continue d'inquiéter dans d'autres zones de la ville de Douala. C'est Jeanne. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jeanne. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Jean-François Eyenga, conseiller municipal dans la commune de Mbankomo. Nous sommes dans le département de la Moufu-Akono. Moufu-Akono. Voilà. Ngoumou, Akono, Fida 4. Fida, oui, Fida, c'est Akono. Ok, Vincent de Poliédé du PCRN, conseiller municipal également dans le 3e arrondissement de Douala. Et il est là, Brice Diolako, pour la première du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et le docteur Luzon Issoba. Docteur Luzon Issoba, vous passez souvent par là, par Bonabo, pour aller chez vous? Oui, bien entendu. Et lorsque la police met la main, vous êtes rassuré? Bien entendu, finalement, on aura un sommeil doux. On aura un sommeil doux de ce côté-là, parce que vous savez, au-delà de cette pratique qui est illicite, on se rend bien compte que les gars fument. Oui. Et vous savez, l'odeur de cette cigarette n'est pas du tout, comment dire, conseillé à inhaler, oui, parce que ça peut vous produire un certain nombre de maladies. Donc, bravo à la police pour ce coup de maître qui va permettre justement aux populations de respirer. Voilà. Vincent de Poliédé, vous êtes conseiller municipal. Ça va bien du côté du 3e arrondissement de Douala? Mais non. On n'entend pas parler de ce phénomène là-bas? Vous savez, le phénomène de consommation de la drogue, c'est un phénomène qui est connu. Oui. Et les quartiers défavorisés, pour la plupart, font le nid de ce genre d'activité. Comment on explique ça? Comment cette corrélation entre les conditions difficiles des populations et la consommation systématique de ces stupéfiants? Il faut dire que... Ça va de pair? Oui, et c'est pas seulement ici à Douala, c'est pas seulement dans nos quartiers. Et même en Afrique, vous allez voir que dans les townships, par exemple, c'est le lieu par excellence de la consommation de la drogue et donc de la violence et autres. Donc, dans nos différents quartiers, justement, qui sont difficiles d'accès, où la police ne peut pas facilement effectuer des rafles, donc il est donc courant que ce genre d'activité se développe. Et quelquefois, même les populations sont complices, parce qu'elles savent très bien, c'est des enfants qui habitent le quartier et qui vivent au quartier. Les populations, parfois par crainte des représailles, ne passent pas cette information. Il y a la police. Donc, c'est les choses. Mais je voudrais profiter, si vous me le permettez, de décrire également une situation qui est en train de se développer du côté de Douala 3e. C'est la vente illicite du carburant. C'est la vente illicite du carburant et c'est un phénomène récent qui risque d'être explosif au niveau de la commune de Douala 3e. Il y a eu du côté de Chococam, du côté de... Après BBR, c'est ça? Saint-Michel? Non, avant cela, la montée Isaac en face, il y a eu incendie d'une maison là-bas qui s'est écoulée, tout simplement parce que le bailleur cachait les bidons d'essence. Et ce matin, quand je passais au niveau de l'échangeur de la F-Axe lourd, il y a
une vente de carburant, là, en fait, ils sont même déjà 3-4 points. Et lorsqu'on va vers l'hôtel qui est juste à côté, là, il y a également d'autres points. Et ils se multiplient comme ça un peu partout. Donc, les autorités de la ville doivent faire attention parce que ça risque d'être une bombe à retardement. Ce carburant que l'on conserve dans les maisons et qu'on commence à vendre en bordure de chaussée, c'est une bombe à retardement. Voilà, ça c'est l'élu du 3e arrondissement qui s'exprime. Brice, vous, cette relation quartier défavorisé et consommation de ces types, de ces drogues-là, la relation, c'est laquelle? Lorsque je regarde cette image qui vient de défiler devant nous, ça prouve une fois par neuf l'échec de ce régime qui nous gouverne. Parce qu'en réalité, cette image me rappelle encore une autre, celle du centre de réinsertion de Bétamba. Cette structure que le prédécesseur de celui qui nous gouverne par effraction aujourd'hui avait construit pour réinsérer les Camerounais qui étaient alors des personnes, disons des délinquants sociaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu la structure de Bétamba? On se pose la question, si ceux qui nous gouvernent exactement savent dans quel cadre il faut recadrer ces gens-là pour qu'on ne vive plus avec des personnes qui consomment de la drogue. Si cette structure-là avait été rénovée, nous ne serons pas aujourd'hui en train de bagarrer avec des jeunes de 17 à 28 ans, comme vous l'avez vu. Nous ne serons plus en train de les éviter. Ils devraient plutôt être là-bas afin d'être mieux formés. Et je vous rappelle que cette structure a formé certains Camerounais, même au rang d'ingénieurs. Ils ont construit de grands bâtiments, de belles structures ici dans la ville de Douala. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Et lorsque vous voyez cette image, ça nous fait comprendre effectivement que ce régime a échoué sur le plan social. Parce qu'en réalité, même les centres sociaux que le président, le prédécesseur a laissés, aujourd'hui sont dans les états de délabrement. Vous ne verrez plus dans aucun arrondissement ici au Cameroun des centres capables d'absorber ce genre d'individus. C'est terrible. Donc pour dire que lorsqu'on a échoué, Serge Alain Autou, durant 38 ans sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, nous devons avoir l'amabilité de dire aux Camerounais, professeur Maurice Kamto, vous avez gagné les élections, reprenez votre affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, quand on échoue, on accepte. Si M. Biya avait accepté qu'il a perdu cette élection, le président élu aurait fait quelque chose. Mais néanmoins, ce qu'on voit n'est pas digne de l'image d'un Camerounais. Parce que le Cameroun ne mérite pas ça. Les enfants camerounais méritent d'être bien formés, être insérés dans la vie sociale. Et je peux encore vous dire, parmi ceux-là, vous pouvez même trouver des personnes qui ont du master professionnel. Le master professionnel, je rappelle, pour les établissements moins coûteux ici à Douala, c'est environ 800 000. Mais comment se fait-il que ces enfants-là qui sortent dans ces écoles-là n'ont pas d'emploi? Par conséquent, avec cet état-là, ils vont se retrouver avec des fumeurs de chanvre indien et devenir ce que vous les voyez là. Donc en réalité, c'est la politique sociale qui a échoué complètement, et aujourd'hui, il faut refaire le Cameroun sur tous les plans. Donc c'est ce que je peux dire à ce sujet. Néanmoins, nous avions également vu certaines images des routes, et ça me fait poser une question. Non, permettez, c'est pas le sujet choisi. On reste sur les trafiquants de drogue. Ok. Voilà, Jean-François, pour vous comprenez cette jeunesse qui bascule dans la consommation de ces stupéfiants. Comme dit Brice, c'est manque, il n'y a pas d'emploi. Serge Alain, vous comprenez cette relation-là? C'est pour ça que j'aime à venir ici, parce que votre espace permet à ce que nous puissions éclairer la lanterne d'un certain nombre de Camerounais. Ah, vous aimez quand vous venez ici? Oui, j'aime bien quand je viens ici pour donner oui. Parce que partout l'espace est ouvert, oui. Je viens pour pas pour éclairer, vous, oui. Par exemple, mais pour éclairer les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà. Je voudrais, avant de revenir à votre question, dire à mon cher frère que la question que vous posez est une bonne question qu'il ne faut pas prendre avec des pincettes.
il ne faut pas aller du coq à l'âne pour dire à nos jeunes frères que la consommation de la drogue n'est pas bien. On ne peut pas vous poser la question sur comment faire pour remédier à cette situation et attendre des réponses et vous partez prendre la politique. Et pourtant, dans la politique, vous semblez ignorer beaucoup de choses sur ce que vous avez dit. Je souhaiterais, si vous avez vraiment du temps, à pouvoir me rencontrer pour beaucoup d'édifications. Parce que je vois... D'autant plus que même dans votre commune à Banco, on est en train de parler, je vous ai laissé. Je parle ici en tant que conseiller municipal. Parce que je ne vois pas votre avenir. Un conseiller mal élu, bien sûr. Je ne vois pas votre avenir puisque votre parti politique n'est pas allé aux élections législatives et par ricochet n'ira pas aux élections présidentielles. Donc vous gagnerez déjà à chercher un bon parti, un grand parti politique pour adhérer. Vous avez dit que le président Ahidjo, que je respecte beaucoup, avait créé des centres d'insertion des jeunes. Le centre de Bétamba. Le centre de Bétamba. Sauf que vous oubliez que la mentalité évolue. Et ce que vous avez oublié de dire, c'est que le président Paul Biya que vous insultez aujourd'hui, quand il arrivait au pouvoir en 82, les Camerounais n'étaient que des pompistes dans les stations. Aujourd'hui, les Camerounais sont détenteurs, sans publicité, des stations de service. Je peux en citer en abondance. Donc le président Paul Biya a su insérer bon nombre de Camerounais dans le secteur des mototaxis, pétrolier, dans le secteur des mototaxis. Mais il faut le dire, il est inséré dans le secteur des mototaxis. Ce qui est indécent, d'autant plus qu'il fallait qu'ils construisent des routes adaptées à ces pratiques. Permettez quand même que je parle. Je vais vous dire que quand le président Paul Biya prend ce pays en 82, il n'y avait qu'une seule université. Aujourd'hui, nous en avons 8 sans compter les IPES. Quand le président Paul Biya prenait ce pays en 82, nous avions... Vous êtes allé sur les plateaux techniques de ces universités. Nous en avons des... Vous avez fait la faculté des sciences. S'il vous plaît. Vous avez été dans une faculté des sciences. Vous parlez des universités. Permettez à l'autre. Aujourd'hui, le président Paul Biya a construit des grands stades. Des grands stades que la FIFA a reconfirmé. Ce que vous oubliez, c'est que lorsque le président Paul Biya prenait ce pays, nous n'avions que la radio Cameroun. Aujourd'hui, nous avons Equinox, nous avons beaucoup d'autres radios, y compris la CRTV avec ses multiples télés. Donc, je voudrais chuter par là pour te dire, le travail est fait. Et lorsque le travail est fait, il faut le reconnaître. Maintenant, pour revenir à ces jeunes qui consomment, qui prennent des stupéfiants, je veux dire, Serge Alain, le problème est d'ordre familial. Parce que vous allez voir un monsieur... La famille a abandonné? Oui, la famille a abandonné les enfants. Au mieux, vous allez voir un monsieur qui a peut-être, qui n'a pas de salaire, comme le camarade du MRC disait, qui n'a pas d'emploi, ou bien qui a un salaire moyen, mais qui se retrouve avec 11 enfants. Il ne peut pas éduquer ses enfants, ses 11 enfants. Il n'a pas ses moyens. C'est ça, c'est cette croissance de la population qu'il faut aujourd'hui, puisque le docteur Luson Isomba ne me démentira pas que c'est le papa qui te donne. À l'école, on disait manque d'éducation de base. C'est le papa qui te donne l'éducation à la base. Lorsqu'un parent qui n'a pas les moyens d'élever 11 enfants vient à mettre sur terre 11 enfants, nous nous retrouvons donc dans le chaos que nous avons aujourd'hui. Et les individus malfamés diront que c'est le président de la République. Et en plus, quand mon frère dit les masters professionnels se retrouvent dans la consommation des stupéfiants, monsieur, j'ai un master professionnel. Je vais vous dire, le master professionnel... Si vous avez eu la chance d'embrasser le RDPC qui vous a offert un emploi, ne pensez pas que tous le même master... J'aimerais tout simplement vous dire que si un master professionnel bien formé ne doit pas chômer, comprenez-moi, il peut même s'auto-créer un emploi. Vous allez peut-être me parler d'un master académique, mais un master professionnel, vous devez avoir honte de dire ça sur un plateau. Un master professionnel peut même entamer même des consultations. Si ces enfants se retrouvent dans la drogue, c'est de la mauvaise foi. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire et lancer, et parfois c'est la compagnie. C'est beaucoup de compagnies. Lorsque nous on était à l'école primaire, et il me souvient, j'étais encore à une conférence du côté des Bolova au collège Bono, que je salue déjà beaucoup, les élèves de là-bas qui ont une bonne mentalité, où je disais aux élèves qu'il faut faire attention. Quand j'étais au cours élémentaire 1, on m'avait appris des récitations. Entre autres, on me disait le corbeau et le renard. Et on concluait par tout trompeur vit au dépend de celui qui l'écoute. Les jeunes d'aujourd'hui sont des suivistes. C'est ce qui les amène dans la consommation de la drogue. Maintenant, on m'a appris le laboureur de ses enfants.
où le laboureur disait à ses enfants de travailler et prendre la peine. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus travailler. Et maintenant, on m'a appris mon papaye. La petite graine était petite et à un moment donné, elle a nourri le monsieur qui l'avait mis sur terre. Et les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus respecter les aînés. Lorsque vous parlez même à un jeune en route, que ceci n'est pas bien, oui. On vous a pas appris l'enfant noir, Camaralaï? Oui, je crois que je suis arrivé. Le corbeau et le renard, tout ça, vous avez pas... J'ai appris le corbeau. Ah, ok. Donc, merci. Je voulais tout simplement dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas... Les jeunes d'aujourd'hui ne donnent même pas la possibilité qu'on puisse les éduquer. Donc le problème est ailleurs. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème social. Vous les hommes politiques, nous les hommes politiques, organisons des séminaires dans les quartiers pour édifier les jeunes. Cessons de venir être des politiciens des plateaux. Moi je suis conseiller municipal, j'en fais beaucoup. J'organise des séminaires pour éclairer mes jeunes sur la consommation de la drogue. Alors monsieur du MRC, je vous invite à faire des séminaires et des campagnes d'orientation des jeunes pour que nos jeunes soient édifiés. Merci, monsieur le conseiller municipal Jean-François. Docteur Luison Issomba, je parlais tantôt de cette rencontre, une autre, à la chefferie Banganté, entre le représentant, le chef de la délégation permanente, départementale RDP, comité central RDPC, Courbert Tchatat, madame la reine-mère Ketia Courtens, et Eric Niat, autour du chef. Oui, bien entendu. Le chef dit, il leur a parlé de l'importance du dialogue et la paix dans un Banganté meilleur. Bien entendu. On a enterré la hache de guerre. Bien entendu, c'est ça représente des uns et des autres. Le casting, voilà. Robert Tchatat, c'est le RDPC. Il y a le chef, il y a madame Courtès et Eric Niat. Bien entendu, c'est Jean-Laurent. Quand on la place là, tout le monde a sa place là. Bien entendu, bien entendu. Je dois vous avouer que lorsque hier j'étais sur un plateau, j'ai vu cette image, j'ai compris que tout de suite, la question de l'élection du maire va se régler. Oui. Parce que les uns et les autres ont finalement compris qu'il fallait engager ce que j'appellerais ici un parlementarisme de couloir. Parce que je dois vous le dire, de sources concordantes, que si le préfet avait organisé l'élection, la dernière fois qu'il a renvoyé, le 6 mai, je suis certain que Eric n'allait pas être élu. Parce qu'il y a eu toute une cabale qui avait été montée pour qu'il ne soit pas élu. Et je pense pourquoi Mais bien entendu... Qu'est-ce qu'on reproche à Eric Niat? Non, on ne devait rien lui reprocher. Je crois que sur le plan... Alors qu'il a été élu le 2 mai. Oui, déjà au niveau du cadre partisan, il avait été élu. Oui. Il a battu son challenger, je crois, de 2 voix en plus. Oui, 2 voix. Voilà. 28 voix contre 19. Le conseiller de tout à l'heure, vous savez, à un moment donné, l'élection est mystique. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans l'urne et qu'il faille voter, les données peuvent changer à une seconde près. Et je pense que c'est ce qui allait certainement se passer. Écoutez, j'ai indiqué tout à l'heure que le renvoi fait par M. le préfet sur le plan technique et juridique ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fondement qui lui donnait la possibilité de renvoyer cette élection. C'est-à-dire l'agitation des dehors n'entamait en rien la sérénité du vote ce jour-là. Alors, maintenant, l'image est intéressante à plusieurs titres. Il y a un invité qui a l'autre jour parlé des informations que le préfet a, que nous autres, nous n'avons pas. Non. Par rapport à la sécurité. Hein. Non, monsieur Sejalot, vous savez, je dois revenir froidement pour dire que on voit ici clairement comment le parti dicte sa loi au préfet. Oui. Et on ressent comment la faiblesse de l'institutionnalisation amène l'instrumentalisation d'une autorité politique, d'une autorité administrative sur les enjeux politiques. Et c'est extrêmement grave. Alors ce que je voulais dire, c'est que cette photo m'a rassuré, parce que on connaît un peu les éléments de soubassement, les mains invisibles qu'il y avait. Tout ce qui s'est passé jusqu'à cette photo-ci. Jusqu'à cette photo. Et vous comprenez la présence de tous ces protagonistes? Bien entendu, nous qui faisons l'analyse au quotidien. Dis donc, c'est qui Claubert Tchatat? Non, c'est le représentant direct du RDPC en tant que membre du conseil. Oui, bon, après on a le chef supérieur Banganté. Mais c'est le chef supérieur. Eric Niat, lui, il est candidat. Et Madame Ketia Courtès, elle est quoi? Elle est candidate aussi? Non, on n'oublie pas qu'elle a été une ancienne maire de cette commune. Oui. Et aujourd'hui, elle est portée. Donc tous les maires devaient être là? Pourquoi non, pas forcément tous les maires. Écoutez, je pense que M. Jean-François Eyenga a dit tout à l'heure, il a donné toutes les opportunités qu'il y a dans cette commune. Vous voyez donc que chacun a intérêt
pour que la commune fonctionne. Et tout le monde veut avoir la même main sur le fonctionnement de la commune. D'où donc ces personnalités que vous voyez. Et ça me remet un autre commentaire au goût du jour, celui de l'importance de la chefferie traditionnelle. Oui. Dans un certain nombre de... Mais Vincent Poyede, lui, n'est pas d'accord, hein, mon voisin. Non. Il dit que la chefferie n'a pas... Non, c'est des choses qui se passent avant. Non, je suis là dans une logique de ce que j'ai appelé le parlementarisme de couloir. On n'aurait peut-être pas pu avoir cette photo que personne n'aurait dû savoir qu'il y a eu une telle rencontre au sommet entre le chef et ses enfants, parce qu'il a bien dit, je réunis mes enfants tout autour d'une situation claire qui mérite d'être réglée et arrangée. Parce que je dois vous dire, c'est j'allais autour, la situation à Bangati n'a vraiment... a éclairé bon nombre de Camerounais. Parce que, François l'a dit tout à l'heure, cette commune est attractive parce qu'il y a des fortes autorités, l'élite est tellement forte de ce côté, sur le plan économique, sur le plan culturel. On constate que les enjeux importants peuvent s'y dégager, d'où ce duel. Parce que, écoutez, si c'était une commune qui était logée en mauvaise enseigne, je vous avoue qu'on n'aurait pas pu vivre un tel spectacle. Et une autre lecture que je fais, si c'était un parti de l'opposition qui avait cette commune, je vous assure que le préfet... Il devait avoir une élection le 6 ? Il faisait une élection, il n'allait même pas avoir problème. Ça, je vous assure. Et c'est techniquement dit. C'est-à-dire que si c'était un parti de l'opposition, non. Tout ce qui arrive là, le préfet allait régler ça en un coup. Donc, ça revient l'analyse que je faisais tout à l'heure de ce que la faiblesse de l'institution a amené l'instrumentalisation de l'autorité administrative sur les enjeux politiques. Ok. Vincent de Poyede, le chef supérieur qui réunit ses enfants pour un meilleur Banganté, comme il l'a dit. Quoi de plus normal? Quoi de plus naturel? Et surtout que nous sommes à l'ouest. Nous savons ce que représente un chef à l'ouest. Je voudrais vous rappeler que si vous avez une situation très compliquée avec un ressortissant de l'Ouest ici à Douala, il suffit de voir le représentant de la communauté de son village ici à Douala pour que votre problème commence à trouver un début de solution. Donc, que le chef rassemble ses enfants, il est tout à fait dans son droit de le faire. Maintenant, attendons de voir. Moi, je voudrais parler très vite en besoin pour tirer des conclusions hâtives. Mais nous comprenons quand même que le casting n'a pas été fait au hasard. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le casting n'a pas été fait au hasard. Sinon... Comment ça? Expliquez-nous cette photo. Il aurait appelé tous les conseillers. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il appelle le représentant du parti. Oui. Robert Chatat. Il appelle un ministre en fonction, membre du parti et ancien maire de cette même commune, qui en réalité a son mot à dire, que vous le vouliez ou pas. Oui. Et les conflits ne vous ont pas échappé entre les différents responsables au niveau de la ville de Baranté pour la maîtrise et le contrôle de cette ville-là. Donc, que l'on se retrouve devant le chef supérieur, c'est une très bonne chose. Et nous pensons justement que le 19, les choses risquent de se passer comme une lettre à la poste. Oui, voilà. Lettre à la poste. Ouais. Brice, pour vous, cette image, le chef, tout est fini à Banganté. Éric Niat sera le prochain maire de Banganté. Sans doute Serge Allon autour. Mais ce qui m'attire beaucoup plus sur cette image, c'est que Madame Nana n'y figure plus. Madame Nana? Oui, Madame Nana n'y figure plus. Vous voulez que Madame Nana soit sur cette photo? Elle était candidate. C'est pour vous dire. Brice, au dernier moment. Attendez. Oui. Donc vous voulez que Madame Nana soit sur cette photo? Laissez-moi développer jusqu'au bout. Je voudrais vous dire. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas à côté? Serge Alain, je souhaite développer jusqu'au bout. Oui, allez-y. Je suis en train de dire à nos téléspectateurs que une candidate naturelle qui était pressentie également pour ce poste ne figure pas sur cette photo. Ça voudrait dire tout simplement que les règles de la démocratie ont été faussées depuis la base. Sinon, comment se fait-il que lors d'une concertation comme ça, elle n'est pas présente? Du moins sur la photo qui nous représente, du moins qui représente la concertation qui s'est passée, elle n'est pas présente. Ça veut dire que le comité central, ce groupuscule de personnes que vous appelez comité central, aurait dû mettre la pression
sur Madame Nana pour qu'elle se retire. Raison pour laquelle M. Nyat sera élu le 19 sans doute. Donc, une fois de plus, le RDPC nous montre que ce parti-là n'est pas prêt pour une démocratie. Okay. C'est tout à fait clair. Il ne faut pas chercher de Merci. On va terminer avec Jean-François. C'est une affaire RDPC. Oui. Voilà. Le 19, Eric Nyat, maire de Banganté, c'est ça? Non, je ne peux pas dire avec certitude. Vous voulez, il y aura une autre candidature ce jour-là? Mais Jean-François, puisque le RDPC, c'est la démocratie. Démocratie. Ah bon? Oui, il peut y arriver que... Il y aura une autre candidature le 19? Vous vous basez sur l'image. Oui. Pourquoi vous n'avez pas pensé que le chef a choisi de recevoir tour à tour les différents candidats? Il aurait peut-être... Mais pourquoi on a caché ces images-là? Non, ça dépend de celui qui filmait. Le chef pouvait décider de recevoir... Le chef pouvait... On m'attend l'image du chef avec Madame Nana. Et je peux vous dire... Mais pourquoi l'image avec Madame Nana ne circule pas? Elle a été bloquée à la touche. Peut-être Madame Nana a été reçue et elle n'a pas voulu... Cette image, c'est le RDPC même de la région de l'Ouest. Serge Alain, tous les chefs au niveau de Banganté, tous les chefs sont membres des bureaux de sous-section RDPC, sauf si le chef décide de ne pas appartenir. Je vous le répète. Vous dites? Oui. Dans l'échiquier du RDPC. Tous les chefs. Je vais vous dire une chose. C'est dangereux. Permettez-moi de vous... Je suis président de sous-section au GRDPC. Oui. Nous prévoyons une place au chef traditionnel dans notre bureau. Son d'office. Sauf, je dis bien sauf, si ce dernier n'accepte pas d'y adhérer. Oui. Donc, si le chef de Banganté, parce qu'il est chef, mais il a ses aspirations politiques. Il n'est pas... Non, c'est pas là le débat. Voilà. Moi, je dis, le chef a réuni ses enfants. Oui, le chef a réuni ses enfants. Et l'image qui choque, c'est que Madame Nana n'y soit pas. Je voudrais vous dire que le chef a décidé de réunir tour à tour les candidats. Je vous pose encore cette question. Pourquoi l'image du chef avec Madame Nana ne circule pas? Bon, vous savez, tout le monde n'aime pas les réseaux sociaux. C'est une analyse froide que je suis en train de vous faire. Le chef a décidé de recevoir tour à tour. Ce n'est pas une discrimination. Oui. Le chef a décidé de recevoir tour à tour les différents candidats et de parler tour à tour aux différents candidats. Donc, nous ne savons pas ce qu'il a pu dire à Madame Nana. Nous ne savons pas ce qu'il a parlé avec Eric Nyat. Nous attendons le verdict le 19. Ok, merci Jean. Voilà, merci. Non, je voulais dire à Yenga qu'il n'y aura plus, même dans la note du préfet. Non, pas du préfet. Du comité, voilà, de Colobert Tchata, c'est clair, on va entériner. C'est le s'agit. Il a écrit. C'est une réalité. Monsieur Colobert Tchata a écrit. Il a écrit, c'est là. C'est là. On ne vend rien. Qui se pas le préfet. On ira boire du champagne à Banganté. Merci Brice. Merci à vous, Vincent de Poliédé. Merci Dr Luzin Somba. C'est moi. Merci à vous, Jean-François Yenga. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Madame, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine. Et qu'il en soit, on se retrouve demain dès 19h pour le deuxième de la semaine. Bonsoir, Banganté.